Ce mouvement, c'est celui des nationalistes hindous. Au pouvoir en Inde depuis 10 ans, ils contrôlent le plus grand groupe paramilitaire au monde. Et désormais, ils sont en croisade. Nous sommes en état de siège. Le monde est sous la menace du terrorisme djihadiste. Ce que vient de vivre Israël, nous l'avons connu des milliers de fois depuis le XIVe siècle. Donc, nous avons entraîné notre peuple pour régler le problème. L'idéologie nationaliste hindoue adopte la violence depuis ses débuts. Et s'ils n'arrivent pas à persuader les gens, ils peuvent très vite utiliser la force. Chrétiens, musulmans, sikhs, bouddhistes, plus de 200 millions d'Indiens sont dans le viseur des extrémistes hindous. Et cette violence s'exporte désormais hors des frontières de l'Inde, au sein de la diaspora. Les réseaux nationalistes hindous opèrent aujourd'hui partout dans le monde. Ils se mêlent des élections et influencent les politiques locales de différents pays. Narendra Modi, qui veut faire de son pays une puissance incontournable, va-t-il passer du statut d'allié courtisé à celui d'allié embarrassant? Plongé au cœur d'une idéologie devenue un système d'État, dont l'ambition est de faire de la cause hindoue un enjeu planétaire. Dans le pays, les hindous représentent déjà une majorité écrasante, 80% de la population. Mais pour les nationalistes, ce nouveau temple est d'abord un symbole. Le tombeau d'une Inde qu'ils rejettent, celle de la partition de 1947, laïque et pluriconfessionnelle. Si Narendra Modi incarne mieux que quiconque ce combat pour une nation hindoue, il n'en est pas l'instigateur. Comme des millions d'Indiens, il a été formé par le RSS, une organisation de défense paramilitaire née il y a près d'un siècle, à l'époque où l'Inde était encore sous domination britannique. Le RSS est une organisation née en 1925. L'idée était de créer une organisation qui mobilise les hindous en force politique. Par politique, il ne voulait pas dire électoral, mais plutôt idéologique. Ils ont été très fortement inspirés par le travail d'un certain Savarkar, qui venait d'écrire un livre intitulé Hindutva. Et qui a servi à modeler toute l'idéologie sur laquelle se basent les RSS. L'idée principale du livre, c'était de dire que l'Inde est un pays pour les hindous, qu'il leur appartient. Pour les adeptes de l'Hindutva, les Indiens qui pratiquent d'autres religions sont désormais perçus comme une menace, des ennemis de l'intérieur. De cette charte, eh bien, les minorités n'ont pas droit de citer. En tout cas, l'idée est qu'ils doivent être des citoyens de seconde zone. Ou bien ils prêtent entièrement allégeance à l'identité hindoue et considèrent que les symboles culturels, religieux hindous sont les symboles de la nation indienne et ils abdiquent leur spécificité culturelle, ou ils acceptent d'être des citoyens de seconde zone. L'idéologie de l'Hindutva est radicale dans ses fondements. Si l'on regarde attentivement la doctrine des RSS, leur structure organisationnelle, c'est très fortement inspiré du fascisme de Mussolini. Ensuite, ils se sont inspirés de la pensée nazie des années 30, et c'est là qu'ils ont commencé à se radicaliser encore plus. D'ailleurs, l'un des dirigeants du RSS a écrit très clairement toute l'admiration qu'il avait pour les nazis allemands.
en ajoutant que ce que faisait Hitler aux Juifs devrait être fait aux minorités en Inde, surtout aux musulmans. En 1947, la fin de l'empire colonial britannique débouche sur la création de 2 nouveaux États, l'Inde et son voisin, le Pakistan. Mais pour les extrémistes du RSS, la question ethnique reste centrale. Ils s'attaquent alors à l'un des artisans de cette indépendance qui milite en faveur d'une Inde multireligieuse. Ils assassinent le père de la nation, le Mahatma Gandhi. L'assassin du Mahatma Gandhi, Nathuram Godse, est membre du RSS. En réaction à cet assassinat, Jawaharlal Nehru, Premier ministre de l'Inde depuis l'indépendance de 1947, va interdire le mouvement, va mettre 20 000 militants derrière les barreaux, et beaucoup d'entre eux vont devoir rentrer dans la clandestinité. C'est une traversée du désert radicale. Pour assurer leur survie, les idéologues du RSS vont changer de méthode et s'immiscer en politique. En 1980, cette mue débouche sur la naissance du BJP, le Parti des nationalistes hindous. Le BJP est l'aile politique du RSS. Mais le parti n'est arrivé au pouvoir en Inde qu'en 2014, donc environ 90 ans après la création du RSS. Et qu'a fait le RSS pendant ces 90 ans? Eh bien, entre autres choses, il s'est implanté dans la société civile, a envoyé ses membres dans les administrations, la police, l'armée, les tribunaux, les écoles. Schools, etc., etc. Ce travail d'infiltration méthodique va connaître une accélération à partir des années 90, lorsqu'une nouvelle classe sociale apparaît dans la société indienne et trouve son identité à travers le nationalisme hindou. Lorsque l'Inde a transformé son économie en économie de marché dans les années 90, la classe moyenne est rapidement devenue le groupe le plus important du pays. Et elle a voulu avoir un rôle en politique. Pour détrôner l'élite, cette classe moyenne s'est construite en parfaite opposition à eux. L'élite prônait une république indienne, séculaire et socialiste. La classe moyenne a donc commencé à se définir comme un État hindou, majoritaire et autocratique. 10 ans plus tard, en 2002, les extrémistes hindous vont franchir un cap dans la barbarie en ciblant directement la minorité musulmane pendant 3 jours d'affilée. Ce pogrom aura lieu dans l'État du Gujarat, quelques mois après l'arrivée d'un nouveau gouverneur, encore peu connu à l'époque, Narendra Modi. Ce soutien de l'administration se traduit aussi par la création d'une nouvelle loi sur la citoyenneté qui exclut désormais la communauté musulmane du processus de naturalisation. Un changement de ton radical qui touche aussi d'autres minorités. Michael Williams est une des figures les plus importantes de la communauté chrétienne en Inde. Aujourd'hui, il assiste impuissant au basculement de son pays. Aujourd'hui, dans l'Inde rurale, un directeur d'école catholique a peur de parler du paradis et de l'enfer, parce que dans beaucoup d'États, il est spécifié que l'usage de ces termes peut mener à votre arrestation. On voit même de nouvelles tendances. Par exemple, une famille chrétienne célèbre un anniversaire et les voisins viennent et les accusent de vouloir convertir leurs amis car ils chantent « Joyeux anniversaire ». C'est arrivé. 3 personnes ont été arrêtées. Ce maillage répressif mis en place par le régime s'accompagne d'attaques au sein même des églises.
Ces 10 dernières années, nous avons connu une explosion des crimes haineux contre les chrétiens. L'une des techniques du gouvernement pour imposer l'idéologie de l'Hindutva, c'est d'interférer dans le système éducatif. Ils changent les textes des livres qui sont donnés aux étudiants, particulièrement aux plus jeunes. Mais ils interviennent aussi sur les cours qui sont dispensés aux étudiants d'université. Il y a une volonté du gouvernement de centraliser l'enseignement et de le garder sous contrôle. L'Inde aujourd'hui est à un moment de son histoire où toutes les chaînes de télévision appartiennent au pouvoir. Mais au cours de mes enquêtes avec le Washington Post, j'ai découvert que le Parti des nationalistes hindous travaillait de très près avec une officine clandestine. Ce sont des gens qui travaillent dans l'ombre pour créer du contenu pour les réseaux extrêmement clivants. À l'époque des élections de 2019, un des dirigeants du BJP, Amir Shah, actuellement ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il gérait un groupe de 3 millions de personnes sur WhatsApp. Leur présence était si forte sur ce réseau social qu'ils pouvaient faire circuler n'importe quel message, positif ou négatif, vrai ou faux, et le rendre viral. Rakib Naik est journaliste depuis 10 ans. Il est aujourd'hui à la tête du seul site internet qui documente, preuve à l'appui, les abus du régime de Modi. Installé aux États-Unis dans le plus grand secret, il pensait pouvoir travailler sereinement, mais ses ennemis n'ont pas mis longtemps à retrouver sa trace. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort sur mes réseaux sociaux. Un des messages sur Facebook me disait d'être prudent quand je traverse la route aux États-Unis, de bien faire attention aux voitures. En tentant de comprendre comment il avait été repéré, Rakib s'est confronté à une amère réalité. La présence de réseaux nationalistes hindous non officiels implantés sur le sol américain. Aux États-Unis, l'extrême droite hindoue a créé une infrastructure similaire à celle qu'elle a en Inde. Beaucoup de ces groupes, si vous regardez leur site internet ou leurs déclarations fiscales, se présentent comme des entités innocentes, des associations caritatives qui lèvent des fonds pour l'éducation d'enfants pauvres en Inde. Mais en réalité, tout cela est une couverture. Leur seul but est de promouvoir les idées nationalistes hindoues. Et pour arriver à leur fin, ces réseaux n'hésitent pas à s'attaquer aux intellectuels américains. En particulier, les professeurs d'université. Continue à aimer les musulmans et nous continuerons à aimer Hitler, sale juif stupide. C'est un avertissement. Si tu continues avec ton idéologie, alors tes jours sont comptés. Qui fait de la publicité à cette salope qui crache sur l'hindouisme? Je prie pour que tu ne vois pas le prochain lever de soleil. Audrey Truschke est spécialiste de l'histoire médiévale d'Asie du Sud. Ce qui lui a valu ce torrent de haine, ce sont ses travaux sur l'Empire moghol, une période noire pour les suprémacistes, car elle marque l'apogée de l'expansion musulmane en Inde. It's interesting that you people from the United States, when you have so much muck behind your back. Les nationalistes hindous m'attaquent de manière si violente pour ce que je dis et pour l'autorité que je représente. Ils n'aiment pas ce que je dis parce que j'humanise les Indiens musulmans du passé et du présent. Je suis historienne, spécialiste de l'Empire moghol. Donc je parle des rois musulmans en Inde et de leur communauté. Et c'est une approche neutre qui ne vise pas à les diaboliser ou les condamner, ce qui est exactement ce que les nationalistes hindous voudraient que nous fassions. Le poison du fondamentalisme hindou n'agit pas seulement sur la liberté de parole dans les campus américains.
Ses ramifications s'étendent sur tous les continents. Le RSS compte des filiales dans plus de 150 pays. Et dans certaines villes européennes, les fondamentalistes sèment discorde et violence entre les communautés. À l'été 2022, Leicester, longtemps ville laboratoire de la mixité culturelle et ethnique anglaise, s'est transformé en champ de bataille à ciel ouvert. Riaz Khan est éducateur social depuis 20 ans. Jamais il n'aurait pensé assister à des scènes aussi violentes dans les rues de son enfance. Un samedi après-midi, j'ai reçu une vidéo sur mon téléphone où l'on voyait 250 types hurler rame et grand dans la rue de Green Lane. C'est un quartier où habitent beaucoup d'hindous et de musulmans. Ces jeunes étaient masqués et portaient des armes. Ils ont attaqué des gens dans la rue. Plusieurs musulmans ont été passés à tabac, un sikh également. Je n'avais jamais vu de gang d'hindous de ce genre, car d'habitude, ils sont très tranquilles. Parmi ses agents d'influence, le député du Rassemblement national, Thierry Mariani. Il a notamment participé à un voyage de soutien du régime au Cachemire, une région que l'Inde dispute à son voisin musulman, le Pakistan. Pourquoi notre formation politique regarde Modi avec les yeux de chimène? D'abord parce que on voit qu'il combat clairement l'islamisme. Et donc forcément, quand votre ennemi principal, c'est le Pakistan, qui est un État qui se réclame de l'islam, voilà, ben, on ne peut pas reprocher à un autre État de se réclamer de l'hindouisme. Donc moi j'ai le droit d'être un agent d'influence au service d'autres idées. En l'occurrence, je pense que l'intérêt de la France aujourd'hui, c'est d'avoir de bons rapports avec l'Inde, et je suis de ceux qui pensent qu'il faut soutenir ce gouvernement. Que signifie pour le monde d'avoir une Inde qui se transforme en nation fasciste et toxique? On en parle peu, mais le pays a des ambitions d'expansion territoriale. Les partisans de l'Hindutva veulent retrouver un âge d'or et considèrent que l'Inde englobe toute l'Asie du Sud, de l'Afghanistan au Pakistan, au Népal, en passant par la Birmanie et même l'Indonésie. Et c'est quelque chose qui, à l'échelle régionale, est terrifiant, car potentiellement, cela peut déboucher sur une guerre de haute intensité. Mais pour nous aussi en Occident, cela a des conséquences énormes, car la plus grande démocratie du monde ne l'est peut-être plus.